Quand il sort de prison, il ouvre un petit commerce, finalement, un système d'alarme et tout ça, mais ça marche pas. Alors que la spécialité de l'expert en électronique est très recherchée dans le milieu criminel, parce que les cambriolages de banques, il y a plein de choses qui peuvent être faites par un spécialiste pour contourner les systèmes d'alarme et tout ça. Donc, Talon était très en demande. Marcel Talon, c'était le bandit high-tech parce qu'il avait développé l'art de la fabrication des bombes, surtout les bombes qui explosaient à distance. Il avait de bonnes connaissances en électronique, pouvait transformer des objets électroniques comme un télévertisseur, un téléphone cellulaire en engin explosif ou en détonateur de bombes. Et surtout, il était reconnu pour être très perfectionniste, c'est-à-dire qu'il utilisait seulement la dynamite ou les engins explosifs nécessaires pour la tâche qu'il avait à faire. Donc, c'était, entre guillemets, toujours des jobs propres. Dans les années 80, Talon fait divers séjours en prison, notamment pour une tentative ratée d'extorsion, puis pour un cambriolage. Entre ces nombreuses incartades, il trouve le temps de se marier. Il s'est marié, il avait 2 enfants adoptés, il a, je pense, un fils avec son épouse. Je ne sais pas s'il est toujours avec, mais je sais, il a vécu une belle histoire d'amour. Une dame qui était évidemment plutôt maltraitée par son conjoint, puis bon, c'était une belle histoire. Puis il a eu un enfant avec elle, mais il en avait adopté 2, donc il a 3 enfants en tout. Nous voilà en 1990. Marcel Talon a 50 ans bien sonnés et il s'est fait une réputation d'expert en explosifs et en électronique. Malgré les promesses faites à sa femme de se ranger, il rêve à des gros coups. Il va jouer un rôle clé dans un des braquages les plus spectaculaires de la légende du crime montréalais, celui de l'avion de la Brinks, à l'aéroport de Montréal. Le 1er décembre 1990, au milieu de la nuit, atterrit à Dorval un avion cargo affrété par l'agence internationale de transport de fonds la plus réputée de toutes, la Brinks. Se trouvent à son bord des lingots d'or, de l'argent liquide et des obligations. Il y en a pour 16 millions. L'avion s'est à peine posé sur la piste qu'une formidable explosion secoue les bureaux de la GRC à l'aéroport. Avec Talon, il avait organisé une diversion. Il avait mis une bombe près des bureaux de la GRC à Dorval. Donc, toute la police s'est retrouvée là quand la bombe a explosé. Puis l'avion est arrivé sur le tarmac. Là, les bandits sont allés avec un camion à ordures pour aller à l'avion. On avait enfoncé la clôture de la piste de l'aéroport. On s'était dirigé vers le camion qui était venu chercher l'argent dans un avion. Et là, en l'espace de quelques minutes, on a vidé le camion et on est parti. Le coup de la Brinks, l'avion et tout ça, ça avait été vraiment, ça avait défrayé la manchette. Puis c'était encore plus compliqué parce qu'il n'y a jamais eu d'arrestation et tout ça. Donc là, c'était le grand mystère pour savoir qui avait fait le coup. Tu peux pas faire des vols comme ça sans avoir de l'information. Dans le cas de l'aéroport, du vol de Brinks à l'aéroport de Dorval, Talon et ses acolytes savaient qu'un avion transportant de l'argent de Brinks arrivait à Montréal. Ils connaissaient le vol, ils connaissaient l'heure, ils connaissaient la piste, ils connaissaient tous les détails concernant l'arrivée de l'avion. Après ça, pour eux autres, c'était un jeu d'enfants de dévaliser le camion sur la piste. Mais, comme d'habitude, les criminels sont jamais satisfaits du partage. Talon s'est plaint plus tard d'avoir eu juste 600 000. Dans le milieu, c'est comme ça, tu sais, ça coûte très cher écouler cette marchandise-là. Donc, à la fin, dépendant du nombre de participants au complot, il en reste plus nécessairement beaucoup pour le monde. Parce qu'ils écoulent la marchandise, mais disons, pour $1, ils peuvent avoir 10 ou 20 sous là-dessus. Fait que ça, il leur en reste pas beaucoup à la fin, au fond.
magot de Talon va fondre comme neige. Il rembourse des dettes, mène la grande vie et se drogue à la cocaïne qu'il consomme en quantité industrielle. Et puis, avec son principal complice du vol de Dorval, il investit dans une passe aussi gigantesque qu'ingénieuse qui, elle aussi, va passer à l'histoire, bien qu'elle ne réussira pas. Ça, c'est vraiment le coup là, planifié, incroyable. Là, le tunnel de la rue Saint-Antoine qui donnait à la Banque de Montréal. Ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment du banditisme de classe, si l'on peut dire. OK? Marcel Talon et sa gang avaient planifié ça depuis 1 an. Ils avaient investi au-delà de 100 000 $ dans cette opération-là. On pensait que c'était un coup, que un gang de cambrioleurs était pour défoncer la banque puis s'en partir avec une partie de la chambre forte. Mais dans les faits, c'était simplement qu'une diversion. C'était simplement une astuce d'un grand plan parce que les criminels avaient imaginé vraiment, cette fois-là, un plan diabolique pour aller chercher la cagnotte jamais vue dans une banque de Montréal.